Vas-y, Flap. Plus en backup qu'autre chose. Vas-y, présente-toi, dis-nous qui tu es. Je sais pas comment tu voulais faire ça, mais moi je vois bien commencer ça comme ça. Voici, ouais, clairement. Je suis Flap, je suis sur les GF depuis la toute première édition, en tant que programmateur pour les concerts, que ingé son pendant les concerts, et que un peu gestionnaire des groupes, accueil des groupes et gestion des groupes autour des concerts qui ont lieu lors du festival. Bon boulot. Donc à toutes les éditions. Sinon, ça c'est, on va dire, c'est plus ma passion, la musique. Moi, je suis également musicien. Oui, parce qu'en fait, c'est pas ton métier, c'est pas ton vrai voilà. métier. Et voilà, c'est ça. C'est juste ta passion, c'est mon passe-temps. C'est ce qui t'a rapproché de nous, en fait. Oui, complètement. C'est ça. C'est là-dedans que je dépense mes sous. On va dire. Dans la vraie vie, sinon, moi, je suis dans le développement des médicaments. Donc, ça veut dire que je travaille dans l'industrie pharmaceutique. Alors, je sais pas si les médecins sont mal vus. Tu disais qu'ils étaient mal vus. Enfin, que on a mauvaise presse. Voilà, c'est ça. Je savais pas si tu étais là à ce moment-là, mais effectivement, en fait, bon, ça peut parfois se comprendre. Mais c'est vrai que l'image du médecin est un peu persécutée. Mais c'est vrai que les labos, ouais, vous prenez cher. Faut pas se cacher. Oh oui, j'ai revu un DataGull il n'y a pas si longtemps que ça. Y a plein de, mais ça balance. Oui. Voilà, bon, après, il y a des incidents, c'est vrai. Il y a des incidents, mais il y a des incidents, il y a des abus. C'est pour ça, c'est pas plus ou moins, c'est pas injustifié à chaque fois, mais il y a beaucoup du coup une crainte, une phobie qui s'installe. Une phobie, c'est un domaine qui reste également mystérieux, un peu comme la médecine, je pense qu'il reste mystérieux et opaque pour beaucoup de gens. Là, je rebondis aussi, comme le milieu pharmaceutique, c'est quand même un milieu très riche, enfin avec du pouvoir, il y a de l'argent. Oui, il y a beaucoup de lobbies, voilà, c'est ça. Et qui dit argent, dit pouvoir, c'est de l'industrie en fait, c'est ça, dans l'industrie pharmaceutique, donc, il y a le mot industrie, donc clairement, faut pas le cacher. Les labos, ils sont là pour être rentable. Beaucoup plus que chez les médecins, hein, je veux pas dire. Vous avez pas, à part en clinique, sinon il n'y a pas d'objectif de rentabilité. Faut pas rentrer dans ce débat-là, mais ouais. En tout cas, c'est bon. Ouais, c'est un débat important aussi. C'est un débat important, mais je veux dire, c'est là, ça va pas. Je dis ça parce que ça va nous prendre beaucoup trop de temps ce soir si on commence à partir là-dessus. Mais effectivement. Je pourrais pas parler de développement du médicament sans parler du remboursement des médicaments, des coûts des médicaments pour les patients. Donc, je vais pas commencer par ça, mais on va y arriver. Je te laisse faire ton plan. Donc voilà, donc moi je travaille dans l'industrie pharmaceutique depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, dans le développement, spécifiquement dans le développement des médicaments. Donc je vais vous expliquer comment est développé un médicament. Donc c'est découpé en un certain nombre de phases, donc qui vont permettre, à chaque phase va permettre de récolter de plus en plus d'informations sur le médicament qu'on est en train de développer, donc afin de le commercialiser et de le délivrer aux patients in fine à travers vos pharmacies et vos pharmaciens. On imagine bien que les médicaments ne sont pas tout de suite distribués chez l'humain. Non, il se passe des pas étapes mal de choses avant. Et même quand ils sont distribués la première fois chez l'humain, jusqu'au temps où il est commercialisé. Il se passe encore énormément de temps à ce moment-là. C'est ça, ça se fait sur combien d'années ça à peu près? Alors en tout, le développement, le processus de la recherche, on va dire vraiment de la recherche, c'est-à-dire partant des molécules, donc tout un ensemble de molécules, jusqu'à en sélectionner une et finir pour avoir un médicament commercialisable, il se passe entre 10 et 15 ans. Ouais, c'est énorme. Voilà, donc c'est des paris au long terme. On est en mode projet, on est clairement en mode projet pour chaque molécule qui va passer en phase de développement. Donc c'est des projets sur plusieurs années, et voire plus d'une décennie pour vraiment les plus gros de ces médicaments. Donc par quoi on commence en fait quand on veut faire un médicament? Alors on a plusieurs choix déjà au départ, c'est-à-dire qu'on part d'une molécule, mais déjà on part d'une molécule, mais on part de quelle molécule? Est-ce qu'on part d'une molécule? Est-ce qu'on part de 100 000 molécules? Ces molécules, on les choisit comment? Ces molécules, en fait, donc une première solution, c'est de se dire, on n'y connaît rien au monde des médicaments. On n'y connaît rien, on n'a aucune connaissance en rien. La seule chose qui nous reste sous la main dans ce cas-là, c'est la nature. Et la nature, en particulier les plantes, c'est le cas le plus connu
Et ça a commencé très tôt, ça, avec Galien, il y a plusieurs centaines d'années, oui, voire plusieurs milliers d'années. Oh bah oui, plusieurs milliers, c'était bien avant Jésus-Christ. Il y a vraiment... Premier traité des médicaments, de pharmaco, oui, c'est assez vieux. C'est ça. Et donc, en particulier les plantes, mais ça peut être aussi certains animaux qui vont nous fournir quelques molécules, mais c'est un peu plus compliqué à extraire après, souvent. Mais bref, donc on part de la nature, on part des plantes, donc on peut commencer par manger des plantes, on peut commencer par faire des concoctions de plantes, des choses comme ça. Et puis on peut se dire que les feuilles vont être plus efficaces que les tiges ou que les racines, ou inversement. Donc on va commencer comme ça. Ça va nous donner... Donc depuis ces plantes, la chimie a fait beaucoup de progrès quand même. Donc il y a énormément de chimistes qui ont travaillé là-dessus avec ça a commencé par toutes les histoires de colorants et comment synthétiser les colorants. Ensuite, on a réussi à resynthétiser chimiquement donc un certain nombre de ces molécules naturelles afin d'avoir des produits très concentrés en molécules qu'on va appeler molécules actives. Principe actif. Voilà, le fameux principe actif. Donc on se retrouve avec, on va dire, donc dans le cas de la nature, ce qui va nous venir de la nature, on va avoir une molécule, c'est-à-dire qu'on va avoir sélectionné une plante, on aura constaté qu'elle aura un effet positif. À chaque fois, ça va être ciblé sur une molécule, ça peut pas être ciblé sur un assemblage de molécules ou un. Alors les assemblages, ça vient après, en fait. C'est vraiment. On part sur une base unique. Oui, souvent c'est plus simple pour tout le monde en fait, c'est plus simple nous à démontrer. Le principe de la science, c'est qu'on essaie de faire varier un seul paramètre à la fois, entre autres. Donc, Puis souvent, la propriété qui nous intéresse, la propriété médicale, tient en fait à la molécule en soi et pas à ce qui l'entoure. C'est peut-être ça aussi. Ouais, alors c'est un ensemble là aussi, c'est un peu plus compliqué. C'est un ensemble, d'accord. J'en reparlerai à la fin parce que ça rejoint les problèmes J'arrête de t'interrompre. Enfin les problématiques autour des génériques, c'est-à-dire que effectivement, et toutes les problématiques également de ce qu'on appelle la galénique, c'est la forme du médicament. Voilà, sous quelle forme, pourquoi ce médicament-là c'est un sirop, pourquoi là c'est une gélule, pourquoi là on est obligé pourquoi de faire celui-là c'est un suppôt ou un suppositoire. Enfin voilà, tout ça c'est des choses réfléchies qui vont permettre d'amener la molécule au bon endroit dans le corps en fonction des barrières qu'elle aura à traverser pour arriver là où on veut qu'elle aille. Donc voilà, un des moyens de trouver une molécule, c'est donc se tourner vers la nature. Donc ça, c'est la façon la plus simple, la plus naïve dans le sens le plus basal du terme. Et ça marche très bien, ça marche encore très bien. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de médicaments dont les molécules nous viennent directement de la nature. C'est pas une voie fermée, quoi. Ah non, pas du tout. On en découvre vraiment tous les jours, que ça vienne de certaines plantes tropicales qui sont découvertes encore aujourd'hui, et on se rend compte que on trouve des principes très actifs pour traiter le cancer. Moi, le dernier cas que j'ai eu en traitement du cancer également, alors c'était pas une plante, c'était un animal, mais c'était pas des brevets. C'était un ver marin. Non, pas du tout. Non, c'était un ver marin de la mer du Japon. D'accord. Qui n'existe que là-bas. Qu'on vient de découvrir sans doute. Voilà, qui était aussi une découverte récente au niveau faune marine. Et qui produisait entre autres une certaine protéine qui a priori pour l'espèce humaine, on va dire, en tout cas, qui permet de traiter certains cancers. Donc la nature. Donc ça, c'est quand on n'a pas beaucoup de connaissances au départ, donc on a commencé comme ça. Ensuite, donc maintenant, on a beaucoup plus de connaissances. Maintenant, les molécules, on sait les synthétiser. Ou quand on ne sait pas trop à quoi on a en faire, on peut faire beaucoup d'expériences dessus pour savoir comment elles agissent, sur quoi elles agissent, comment elles interagissent avec les autres molécules du corps humain, etc. À quoi elles ressemblent, c'est-à-dire avoir une idée de la structure tridimensionnelle des molécules. Et donc ça va également nous permettre de faire ce qu'on va appeler de la modélisation de molécules. C'est-à-dire que, par exemple, c'est pas quelque il y a chose la recherche génétique qui nous a beaucoup aidé là-dessus. Donc avec tout le décodage du génome humain, ça commence à fournir aussi les premières armes aux pharmaciens. Donc ce qui se passe dans ces cas-là, c'est que donc, le décodage du gène humain, ça nous a permis donc, de savoir ce que produisait l'intégralité du génome humain. Donc on a parlé, il y a Agatha qui a parlé, il y a une présentation donc, qui parlait des chromosomes un peu avant sur ce channel.
À savoir qu'on parle quand même de plus en plus d'épigénétique. C'est-à-dire que, certes, il y a l'ADN, mais il n'y a pas que l'ADN. Il n'y a pas que l'ADN. Enfin, il y a que l'ADN, mais c'est très compliqué. Mais c'est ça. C'est très compliqué. Il y a beaucoup de protéines qui interviennent. C'est pas le sujet, mais c'est un sujet qui est passionnant. Mais voilà, mais qui a beaucoup aidé du coup. On a l'ADN qui est décodé en protéines, mais ces protéines interagissent elles-mêmes avec l'ADN et qui donc vont permettre à certaines parties de l'ADN d'être décodées ou pas en fonction des besoins de la cellule à l'instant. En fonction de l'époque de la vie, en plus et puis de l'environnement, du stress environnemental, de la localisation géographique. Donc c'est effectivement pas une transition aussi directe, mais pour l'instant on peut s'en contenter. Mais oui, effectivement, tout est plus complexe en fait. Mais on avance. Tout ça, ce sont des découvertes et des notions qui peuvent vous sembler acquises depuis longtemps, mais non, il y a toujours du progrès là-dedans. Voilà. Pour simplifier, de l'ADN, on peut pas, d'une séquence du génome humain, on peut transposer une séquence donc d'acides aminés qui sont chacun des petites briques de chacune des protéines qui composent le corps humain et puis tout le système vivant sur la planète. Et donc ces protéines, elles ont une structure donc tridimensionnelle parce que la protéine, c'est une chaîne linéaire qui s'enroule en fait et qui va se replier sur elle-même au moment où elle est synthétisée et qui va prendre une forme, et cette forme ainsi que quelques interactions électrochimiques donc électroniques vont lui permettre de se greffer à d'autres protéines, de se fixer sur d'autres protéines, et c'est tout ce jeu de fixation qui va entraîner à chaque fois des cascades de réactions chimiques à l'intérieur du corps humain. Et ces réactions vont faire que le corps humain, au final, ça marche. Puis là où ça se complexifie aussi, il me semble, c'est que les protéines, elles ont pas, pour beaucoup d'entre elles, il n'y a pas qu'une conformation qui est possible. Et selon les interactions, peuvent changer de conformation tridimensionnelle et avoir des effets plus ou moins différents. Différents, voire très différents, voire passer d'une protéine qui a un fonctionnement normal à une protéine qui va avoir un fonctionnement anormal. Et c'est dans ces cas-là, souvent, donc, quand on se rend compte de ce changement de structure des protéines, qu'on peut se dire, si on fabriquait une protéine qui va se fixer spécifiquement sur cette nouvelle protéine qui, dû à une mutation ou un stress environnemental particulier, n'est plus dans la bonne conformation et a une action délétère sur la santé donc des patients, parce que c'est là qu'on va au final. Si on arrive donc à créer une molécule qui va permettre de bloquer l'activité de ces protéines mal formées au final, on se dit qu'on va peut-être pouvoir guérir les maladies impliquées par ces malformations de protéines. C'est ça qu'on appelle la thérapie ciblée? Alors c'est de la thérapie ciblée. Donc avant ça c'est de la génomique, après ça c'est beaucoup ce qu'on appelle de la physico-chimie, parce que c'est vraiment un mélange de beaucoup de domaines à ce moment-là pour concevoir et construire ces molécules en imaginant et en prédisant plutôt la future structure dont on aura besoin. Et donc c'est aussi une façon de construire des médicaments, c'est vraiment de partir du problème, d'analyser complètement notre problème, de dire c'est cette molécule qui est la cause de cette maladie et comment on peut combattre cette molécule grâce à une autre molécule. C'est la deuxième façon, après l'empirisme en regardant la nature. Voilà, exactement. Est-ce qu'il y en a une troisième façon ou c'est les deux qu'on connaît? Alors c'est les deux grosses, et alors maintenant ce qu'on a, la troisième, ça serait de dire on a déjà tout un arsenal de médicaments qui est disponible chez le pharmacien. Voilà. Est-ce qu'on ne peut pas maintenant, à partir de ces molécules qui ont déjà été découvertes, et donc qu'on sait synthétiser, est-ce qu'on ne peut pas en synthétiser d'autres qui seraient très ressemblantes, mais qui marcheraient mieux, qui auraient peut-être moins d'effets secondaires ou qui auraient une activité plus ciblée? Voilà, donc ça c'est vraiment la troisième façon, c'est de faire une espèce de balayage autour des molécules qui ont déjà atteint le stade de médicament. D'accord. Voilà, donc c'est vraiment les trois façons de commencer. Donc ça nous donne les pistes en fait. Voilà, comment trouver l'idée? Là on a l'idée. Après, à partir de cette idée-là, comment on va jusqu'à la fabrication du médicament et à son utilisation? Alors d'abord, donc voilà, maintenant on a on va dire qu'on a trouvé une molécule ou un ensemble de molécules qui nous intéressent. Ouais. Donc ce qui se passe, le cas le plus flagrant maintenant
actuellement, donc vu qu'encore une fois on a vraiment un arsenal très développé actuellement, c'est vraiment le cas numéro 3 qu'on a décrit. C'est vraiment, voilà, c'est le cas le plus courant. Donc ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des batteries de tests très automatisées. Il y a beaucoup de robots, des tests biochimiques, des tests physiques, des tests chimiques, enfin vraiment beaucoup de tests sur un ensemble de plusieurs centaines de milliers de protéines qui vont être très ressemblantes à une protéine, enfin ou une molécule en tout cas, qu'on sait qu'il y a une activité correcte. Donc afin de pouvoir améliorer cette activité ou encore une fois réduire les effets secondaires auprès des patients. Donc du coup des tests chez le modèle, parles de... Alors c'est des tests en éprouvette, là on est encore au stade de l'éprouvette. C'est pour ça que c'est ce qui nous permet d'automatiser tout ça. Donc c'est vraiment des robots monstrueux qui travaillent sur des plaques de 20 000 éprouvettes pour traiter, enfin pour tester. C'est parti pour le médicament. Donc on a été à nos 3 façons de trouver des molécules, enfin de choisir des molécules pour commencer notre travail. Donc oui, je parlais du screening. Donc c'est très automatisé. On va synthétiser plusieurs dizaines de milliers de molécules assez ressemblantes les unes des autres, leur faire passer toute une batterie de tests. Sur ces, on va dire 100 000 molécules par exemple, il y en a une dizaine qui vont réagir à des tests qui vont nous intéresser en particulier, ou qui vont réagir vraiment à un certain nombre de tests intéressants, donc qui seront des bons candidats à des futurs médicaments. Ces 10 molécules, à partir de maintenant, une fois qu'on a restreint vraiment notre pool de candidats, on va pouvoir se permettre de faire les premiers tests chez le vivant, c'est-à-dire les premiers modèles vivants qu'on va utiliser, ce sont des animaux. Donc ça nous est imposé par la réglementation française et internationale également. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va injecter cette dizaine de molécules à des cohortes, donc à des groupes d'animaux. Souvent c'est des petits animaux genre souris qui sont utilisés. Ça peut être des animaux plus gros ou plus proches de l'homme comme le porc. C'est un peu plus rare quand même. Donc vraiment le modèle typique. Donc le modèle typique, c'est vraiment celui de la souris. C'est vraiment la souris. Donc on va prendre une dizaine de souris, on va leur donner le médicament, on va voir comment elles réagissent au médicament. Donc si elles réagissent, d'une part, est-ce que ça change quelque chose, est-ce que le médicament, est-ce que cette molécule est bien tolérée chez la souris. Voilà, ce qui permet d'éviter les catastrophes si jamais on essaie directement chez l'être humain. Si on voit vraiment que malheureusement notre molécule, enfin une des 10 molécules à ce moment-là testées amène effectivement une hécatombe chez le lot de souris qui aura testé cette molécule, on va l'éliminer bien sûr, et on s'arrêtera là et on la mettra à la poubelle. De l'éthique. Voilà, tout ça c'est une problématique d'éthique en fait. Exactement, et c'est un des mots vraiment très importants. On n'en parle pas assez, mais en fait c'est la problématique. Enfin, c'est une des 2 problématiques. La première problématique, c'est de soigner le patient, et la deuxième, c'est de le faire mais de façon éthique. C'est-à-dire, on va pas pouvoir se permettre de tuer 10 000 patients pour en soigner 5 au final. Parce que c'est une pathologie très rare ou quoi, et que malheureusement pour la tester il aura fallu prendre des actions drastiques. On n'a pas le droit de faire ça, on a tout un ensemble de lois édictées qui nous empêchent de faire ça, qui nous interdisent de faire ça. Je te laisse continuer 2 secondes tout seul. Je t'en prie. Donc voilà, donc on teste ces quelques molécules sur des animaux. Donc là ce qui se passe, c'est que sur les 10 en gros il va nous en rester 3 à la fin. Sur les 10 molécules, il va en rester que 3 qui seront sélectionnées. Les chiffres que je vous donne, c'est vraiment en moyenne. Vous pouvez vous dire que des fois c'est 5, des fois c'est 7, des fois c'est 1, des fois c'est 0. Et donc sur les 3 molécules qui nous restent, donc on sait à peu près, on connaît maintenant encore mieux ces molécules, c'est-à-dire qu'on sait
on sait comment elles sont intégrées dans le corps des souris, on sait comment elles sont éjectées du corps des souris, en combien de temps, c'est-à-dire combien de temps le médicament que vous prenez, il reste dans votre corps. Ça, c'est très important pour nous parce que l'idée, quand vous prenez un médicament, c'est pas que la molécule est là, il se fixer là où on veut qu'on se fixe, mais c'est qu'à un moment, il faut qu'elle soit éliminée. Le médicament, il a fait son action, vous n'en avez plus besoin, vous êtes guéri, vous êtes traité. Et on ne veut pas non plus modifier ad vitam aeternam le fonctionnement de votre corps humain. C'est vraiment de traiter localement et temporairement votre corps. Donc le temps du besoin, vraiment. Et donc pour ça, il faut bien qu'on s'assure que le médicament qu'on vous fait ingérer ou injecter ou quoi, il faut qu'on s'assure qu'il quitte votre corps à un moment. Donc ces modèles animaux, ils nous permettent énormément de nous... Enfin, ils nous donnent beaucoup d'informations. Oui, c'est ça. C'est pas reproductible tout à fait à l'être humain, mais ça donne une idée, une estimation. Voilà, on a des abacs pour, par exemple, si ça passe par le rein, on va transposer. Si ça passe par le foie, on sait que ça marche à peu près de telle façon, ce qui fait qu'on va multiplier par... pour les temps de demi-vie, c'est ça. On voit ce qui passe, quelles barrières aussi, si ça passe les barrières. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a certains médicaments qui vont passer par ce qui vont toucher le cerveau, d'autres qui vont pas aller jusque-là, qui vont s'arrêter avant. Le cerveau, c'est assez compliqué d'y aller en particulier. C'est ça, il y a une barrière, il y a une barrière bien épaisse. Bien sûr, il est bien protégé. Mais il y en a qui passent. Il vaut mieux savoir avant. Vaut mieux savoir. Oui, il y en a qui passent et on voudrait pas, et il y en a où on voudrait bien et on a du mal. On va rejoindre le problème de la galénine qui a abordé tout à l'heure. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc on a nos 3 molécules qui ont été en tout cas validées sur nos souris. Donc à partir de là, ces 3 molécules, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir le droit maintenant donc maintenant qu'on a validé sur un modèle animal, on va avoir le droit de les tester sur des humains, donc sur des gens comme vous et moi, qui ne sont pas malades. Et là, j'insiste. Voilà, les premiers tests sur les patients humains, enfin c'est même pas des patients, ce sont donc des volontaires sains. Ouais. Donc pas du tout dans l'optique d'évaluer l'efficacité, mais juste la tolérance en fait du médicament. La tolérance, c'est ce qu'on appelle la sécurité du produit. Donc c'est vraiment de s'assurer que ce qu'on appelle les effets secondaires, indésirables, les événements indésirables, sont acceptables par rapport à la pathologie qu'on essaie de traiter. Donc effectivement, on n'aura pas la même tolérance vis-à-vis de ces effets en fonction si on va traiter un mal de tête ou si on va traiter si on essaie de guérir un cancer. Voilà. Donc on va pouvoir se permettre, on va autoriser plus d'effets secondaires sur le traitement d'un cancer, bien évidemment, étant donné la gravité de la maladie qu'on essaie de guérir. Il y a un contexte, il n'y a pas simplement les effets. Donc tout ça c'est pris en compte à ce moment-là. Donc ça c'est un tout petit groupe de volontaires qui vont participer à ce type d'études. Donc à partir de là, donc sur les animaux, je l'ai pas dit, on appelle ça des essais précliniques. Parce que la clinique ne s'applique qu'à l'humain. C'est le terme, c'est là Et à partir du moment où on commence les tests sur les humains, on va parler des essais cliniques. Et c'est ça qui va nous prendre le plus de temps. C'est là que ça va être très long pour passer des 3 molécules qui nous restent à tester à la molécule qui va marcher le mieux avec le moins d'effets secondaires dans la pathologie qui nous intéresse. C'est ça, donc du coup en phase 1, tu vas déterminer un spectre de concentration possible. En phase. Donc la première phase, donc, comme je vous disais, c'est le test sur les volontaires sains. Donc c'est vraiment des gens qui ne vont pas aller donc chez le médecin, vu qu'ils ne sont pas malades, ils n'ont aucune raison d'aller chez le médecin. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont répondre à des annonces. En fait, ce qui se passe, c'est que les laboratoires pharmaceutiques, ils cherchent à recruter donc des gens pour tester ces médicaments. Donc ils vont passer des annonces dans la presse. Typiquement, ils vont faire des annonces. Moi, je sais que sur Paris, on voit des annonces dans le métro des fois, ou dans les journaux gratuits ou pas. Et voilà. C'est là aussi qu'on comprend l'intérêt des essais précliniques, parce que du coup, qui voudrait accepter un essai pour tester un médicament qui n'a jamais été testé, où on ne sait pas du tout ce qu'il fait, et sachant ni, que ni les effets volontaire sain, lui, il a a priori aucun intérêt. Oui, voilà, c'est ça. Il faut vraiment qu'il y ait une sécurité derrière. Il a une abnégation quasi complète ou un amour de la recherche très prononcé, ce qui est souvent le cas. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ces volontaires sains, ils sont indemnisés financièrement.
Donc sur des montants qui sont là aussi encadrés par la loi. Donc pour vous donner une idée, on ne peut pas gagner plus de 4 000 € par an en participant à des essais cliniques. On n'a pas le droit. Sachant que dès que vous participez à un essai clinique, vous vous retrouvez fiché au niveau national, justement afin d'éviter de pouvoir des débordements tout simplement, voilà. Parce que faut pas non plus c'est pour éviter pas de se ruiner la santé en oui, testant c'est éviter qu'il y a des gens qui se retrouvent démunis, qui se soient qui ont envie de faire ça pour gagner leur vie. Voilà, puis d'abuser du démuni. C'est pas le but. Encore une fois, des gens. Donc ces gens, ils sont pas payés, ils sont indemnisés. C'est-à-dire que voilà, en fonction des protocoles auxquels ils vont participer, etc., de la complexité et des contraintes des protocoles, ils vont être plus ou moins indemnisés. Donc ça va de quelques centaines d'euros à à 2 ou 3 milliers d'euros en fonction. Et bien évidemment, tout ce qui est fait à ce niveau-là, mais même pour le reste, passe devant un comité d'éthique. C'est aussi important tout est validé par un groupe indépendant extérieur, composé de patients, de médecins, de pharmaciens. Pas que de scientifiques, mais aussi des gens de la vie de tous les jours, un peu comme on voit dans les jurys des États-Unis. C'est un panel de gens complet. Donc ça, c'est la phase 1. Donc la phase 1, on a nos 3 molécules. Généralement, ce qui se passe, on peut avoir des surprises. Donc déjà, sur les 3 molécules qui nous restaient à ce moment-là, si on n'a pas de peau, on a vraiment trop d'effets indésirables sur nos patients sur cette phase 1. Donc c'est vraiment des petits groupes de patients, c'est entre 10 et 40 patients. Enfin, c'est pas des patients, c'est des volontaires sympas. Pareil. Ce ne sont pas des patients parce qu'ils ne sont pas malades. Voilà. Bon, on va dire ça. Mais bon, vous voyez l'idée. Mais donc, ce sont vraiment des petits groupes d'hommes et femmes qui participent. Encore une fois, au cas où il y a un pépin comme ça, vraiment, on essaie de limiter les problèmes, et si ça passe bien, et ben ce qui se passe, si ça passe bien, donc ça c'était la phase 1. Et ben on va passer en phase 2. Et là, le but est plus tout à fait le même. On va pouvoir commencer à administrer le traitement à des patients cette fois, donc à des gens malades, et voir comment notre traitement, enfin en tout cas notre candidat, est efficace ou non sur des malades. Et on en reprofite pour revoir la tolérance aussi, parce qu'elle peut varier du patient malade atteint de la pathologie au patient sans. Sachant que le patient malade, souvent, il a déjà un traitement pour sa pathologie. Bien sûr, bien sûr. Souvent, il doit l'arrêter quand même. Des fois, on ne peut pas se permettre d'arrêter ce fameux traitement. Donc, on va tester également tout un nombre d'interactions avec tout un tas de médicaments que prennent ces patients malades. Alors que les volontaires sains, comme vous et moi, on peut être malade à droite à gauche. On aura déjà quelques médicaments, mais on n'est pas non plus. On n'en mange pas beaucoup dans l'année quand même. C'est ça. Donc là, on va suivre encore une fois effectivement toute la tolérabilité et toute la sécurité des traitements. Je pense qu'il va falloir qu'on fasse une petite rotation. Vas-y. Donc ça, c'est la phase 2. Ça va nous permettre de trouver la dose idéale pour avoir un effet vraiment très efficace sur le traitement de la pathologie. Et c'est des groupes de patients qui vont de 100, 200 patients à peu près. On est encore sur des groupes raisonnables, mais c'est des études qui commencent à devenir internationales la plupart du temps. Et ensuite, on a la phase 3. La phase 3, c'est des groupes énormes de patients. C'est la plus intéressante. C'est souvent des phases mondiales. Donc on va recruter des patients partout dans le monde, dans le plus de pays possible, parce qu'on n'a pas tous les mêmes poules génétiques partout dans le monde. Meilleure représentabilité. Et donc là, on va chercher tous les effets secondaires rares. Donc on va avoir des groupes de patients de plusieurs milliers de patients souvent, qui vont nous permettre de détecter des effets secondaires qu'on n'aura pas pu détecter avant et qui seront quand même dus au traitement, donc qui vont beaucoup nous intéresser, et on va voir s'ils sont ces événements qui peuvent être potentiellement graves, qu'on va pouvoir détecter grâce à ces gros groupes de patients. Donc là, c'est des calculs statistiques pour savoir combien de patients il faut pour notre produit, et qui vont surtout également nous permettre de prouver l'efficacité de manière définitive de notre traitement. C'est-à-dire que c'est des tests qui sont faits contre le placebo, bien souvent. Ou contre le traitement de référence, parce que si dans des pathologies où il y a, on peut pas, éthiquement parlant, par exemple pour une pathologie où on peut déjà un peu la soigner, mais pas totalement, se passer du traitement de référence et mettre un placebo, ça serait pas éthique du tout. On n'a pas le droit. Dans des cas comme le cancer, par exemple. En fait, voilà, c'est là où on va comparer avec le traitement de référence, ou quand il n'en a pas, seulement quand il n'en a pas un placebo, voir s'il y a du mieux
si c'est pareil ou si c'est moins bien, et voir si c'est... Parce que des fois, on veut juste prouver, dis-moi si je me trompe, Ouais, mais non, mais c'est c'est ça. la même efficacité si par exemple le médicament coûte moins cher ou qu'il a moins d'effets indésirables. Il y a plusieurs. En voilà, fait, c'est vraiment, des- le cas idéal, c'est on arrive à montrer que notre produit, il est plus efficace Ça, c'est que le souvent, traitement de comparaison c'est ça. qui C'est pas existe sur forcément le le seul marché but en fait. Ouais. et qui a Hmm. en plus d'être plus efficace, il a moins d'effets secondaires. Ouais. Là, vraiment, on Alors a ça, tout c'est la gagné. totale. Et là, Ça, on c'est sait le que jackpot, ton voilà, on médicament sait part. que, voilà, les patients vont être contents et donc le médicament va bien se vendre et donc le laboratoire va gagner beaucoup d'argent. Alors la cerise sur le gâteau, c'est si en plus il Voilà. coûte moins cher que le traitement de base. Alors là, t'as tout gagné. Ce qui va devenir le cas. Donc ça, c'est notre phase 3. Donc voilà. Et il faut savoir que les patients ne savent pas s'ils vont être Mm. s'ils vont prendre le traitement Mhm. qu'on est en train de tester ou le traitement qui est déjà sur le marché ou le placebo. C'est-à-dire, les patients ne sont pas au courant. Enfin, Les médecins qui vont dans donner l'idéal. ces produits Ils ne sont pas non plus au courant parce qu'ils aux peuvent. patients ne Ouais. sont pas au courant non plus du type de produit qu'ils sont en train de donner à leurs patients. Mm, Et les employés du laboratoire pharmaceutique, Dans l'idéal aussi, ils ne le sont pas. alors là c'est pas le cas idéal. Le triple aveugle n'est pas. Enfin, c'est le double ouais. aveugle. Mais Ouais. c'est médecin Et puis patient. patient, et puis Mais améliorer. Ouais. Le laboratoire n'est non plus pas au courant de savoir tel patient a pris tel traitement. Ouais. Donc moi, quand je travaille sur des essais cliniques, ce qui est vraiment mon métier, Mhm. mon métier c'est de traiter les données de ces patients, Mhm. donc pour qu'ils soient ensuite analysés statistiquement, donc pour démontrer l'efficacité ou pas des produits. Et donc moi j'ai accès à toutes les données médicales des patients qui nous sont remontées, que le protocole nous Anonymement, demande de bien collecter anonymement. J'ai pas l'identité des patients, Mhm. mais j'ai toutes les données d'un patient donné. Mais je ne sais pas si Quel ce traitement patient a donné, reçu, ouais. est-ce qu'il a reçu notre traitement à nous, est-ce qu'il a Mhm. reçu un placebo, ou est-ce qu'il a reçu un traitement comparatif, si les trois sont prévus au protocole, je ne sais pas. Donc ça c'est notre phase 3. Dans le cas idéal, donc, on prouve l'efficacité du traitement, et donc on a un dossier complet sur notre produit, on a une connaissance maintenant quasi parfaite de notre produit, qui a été testé chez l'animal, on a la connaissance biochimique, physico-chimique, elle a été testée chez l'homme, chez le volontaire sain, chez des patients, chez un grand nombre de patients maintenant, au fil de nos phases. Et donc, ce dossier de données et d'analyse statistique et de conclusions et de rapports médicaux sur ces données sont fournis aux autorités de santé dans chacun des pays dans lesquels on veut vendre le traitement, sont étudiés par ces autorités de santé, donc qui sont indépendantes dans la plupart des pays, qui sont indépendantes des gouvernements dans la plupart des pays, et ce sont eux qui vont donc décider si notre médicament, maintenant c'en est un, même s'il n'est pas encore en vente, si on n'a pas encore le droit de le vendre à ce moment-là, c'est eux qui vont justement nous dire si oui ou non ils nous autorisent à le vendre dans leur pays. Mhm. Donc si ce médicament va devenir ou pas accessible aux patients. Et après ça, il nous reste une dernière phase, je vais très vite parce Ouais, que... Bien sûr. Une des plus importantes d'ailleurs. Et oui, une des plus importantes parce qu'elle va concerner cette fois absolument tous les patients C'est dans ça, le monde la totalité des patients traités. qui vont être traités avec ce médicament. Ces patients, ils vont voir leur médecin parce qu'ils sont malades. Ou N'importe- leur médecin, ou même, c'est ou, pas le propre du enfin, médecin, ça peut non, être non, pas même. que, mais, enfin, ça passe souvent par le médecin. Ça passe souvent par le médecin quand même. Donc ils vont voir leur médecin. Leur médecin leur prescrive ce traitement qui a été prouvé efficace. Ils rentrent chez eux, ils prennent le traitement. Pas de peau, ils réagissent mal au traitement, ou en tout cas pas de peau, il se passe quelque chose. Mais qui était vraiment très très rare et qui n'a pas pu se produire Voilà, avant. qui se produit pas en temps normal, enfin qui arrive vraiment pas souvent dans la vie d'un patient sur ces pathologies. Je suis très bavard. Hein. Ouais. Et donc, en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on va appeler donc ça va être encore une fois des effets indésirables, mais qui vont être. Donc, ces patients vont revenir voir leur médecin, généralement. Ils vont dire à leur médecin, attendez, là, le médicament que vous m'avez prescrit, ça va pas du tout, je suis plus du tout en état. Enfin, il s'est passé quelque chose vraiment qui n'était pas attendu, qui n'est pas décrit dans la notice en plus, ou qui est décrit dans la notice, mais ce qui est en plus écrit dans la notice, c'est que si ça m'arrive, je dois prévenir mon médecin. Et donc voilà, je suis là devant vous et je vous dis ça. Et donc là, le rôle du médecin à ce moment-là, ou à la limite le rôle de n'importe
quel employé professionnel de la santé. Donc ça peut être des médecins, des infirmiers, des pharmaciens, moi-même, en l'occurrence, le laborantin, le laborantin qui a des résultats d'analyse et qui dit ouah, merde, le patient il a tel. Ou même ce qui peut arriver, c'est que le patient prévient directement le laboratoire qui a lui-même un numéro exprès pour gérer ce genre de cas. Et donc bref, in fine, le laboratoire est informé de ce qui vient d'arriver à ce patient. En gros, on a un délai légal de 24 heures pour être prévenu. Obligation légale. Ouais. À partir du moment où une personne, un professionnel de santé est au courant, il a 24 heures pour prévenir le laboratoire. Donc nous, dans les 24 heures, donc c'est vraiment très rapide, on est au courant de on a toutes les informations de ce qui vient de se passer au patient. Donc toutes ces informations, elles sont collectées encore une fois, donc ça c'est au niveau mondial. Hein. C'est-à-dire que le laboratoire, au niveau mondial, il collecte toutes ces informations de tous les patients dans le monde et réitère des rapports auprès des autorités de santé tous les ans en disant voilà, cette année il s'est passé ça. Est-ce que vous nous autorisez toujours à commercialiser votre médicament ou est-ce que vous revenez sur votre décision parce que malheureusement on considère qu'il est devenu trop dangereux une fois parce que maintenant le médicament est non plus à quelques milliers de personnes mais peut-être dispensé à des dizaines de milliers de personnes. Et malheureusement, maintenant, on a l'information qui nous permet de dire que le traitement est devenu trop dangereux et il faut donc le retirer de la vente. Je pense que malheureusement, il va falloir vraiment laisser la place. Voilà, qu'on laisse la place. Peut-être juste en 2 secondes, une question de Dexter qui quand même pose la question de savoir si des médicaments ont déjà été testés dans l'espace. Mais voilà, une petite réponse rapide en 2 secondes. Alors, des médicaments, je suis pas sûr. De la biochimie dans l'espace, ça c'est certain. Ils en font beaucoup. Et savoir ce que ça changerait dans l'application en fait d'en bas, en 2 mots. Qu'est-ce que ça peut changer? C'est peut-être un peu surspécialisé comme question, Dexter. J'ai pas trop de connaissances là-dessus. Je sais qu'on fait beaucoup d'expériences biochimiques dans l'espace. Peut-être à se renseigner. Non, parce que en fait, dans l'espace, il y a un truc génial, donc c'est qu'il n'y a pas de gravité et ça nous permet de cristalliser beaucoup mieux les molécules. Et ça, c'est génial parce que obtenir des cristaux de molécules, ça nous permet d'obtenir la structure des molécules. C'est à partir des cristaux qu'on obtient la structure tridimensionnelle de nos molécules. D'accord. Et ça va nous ramener de manière très bien au début, merci Lex. C'est-à-dire que grâce à cette structure tridimensionnelle, on va pouvoir créer de nouveaux médicaments. Donc voilà, la boucle est bouclée. Je pense qu'on va terminer sur cette magnifique intervention. Merci à vous. On va passer à la suite. Désolé pour la coupure. Oui, désolé. L'orage est passé. Indépendant de notre volonté. Je laisse la place à Max et merci à vous. Bravo à toi, Flap. Bravo à toi.